Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, sur le plateau d'Informatique News, nous avons le plaisir de recevoir Pascal Ledigol, Country Manager France de WatchGuard. Pascal, bonjour. Bonjour Thomas. Alors, on va parler aujourd'hui d'un sujet que vous connaissez plutôt bien, on va parler de cybersécurité. Mais avant qu'on avance sur la manière dont aujourd'hui le contexte évolue en matière de cybersécurité, j'aimerais qu'on parle un peu de l'année dernière, ce qui est presque une éternité quand on parle de cybersécurité, quand on parle d'IT même, j'ai envie de dire de manière générale. L'année dernière a notamment été fortement marquée par l'activité des motettes. Peut-on refaire l'historique de ce logiciel malveillant et peut-être expliquer quel type de dégâts il a pu causer? Oui, effectivement, d'autant que Emotet on lui attribuait un gros pourcentage des malwares mondiaux et des dégâts qu'il a fait. Ce qui est intéressant avec Emotet, alors certes son historique et sa longévité, puisque son début était en 2014, donc c'est un malware qui a traîné longtemps avec différentes vagues, différentes campagnes. Sans qu'on puisse trouver la parade finalement, en fait, ou qu'on ait du mal à s'en protéger. Qu'on ait du mal à s'en protéger pour des raisons d'évolution lui-même du logiciel. C'est-à-dire que ce n'est pas un malware qui est resté sur ce qu'il faisait initialement, parce qu'initialement, en fait, c'était un malware sur le secteur bancaire, donc quelque chose de très, très précis, et qui s'est complètement ouvert au monde de la cybercriminalité et qui, au-delà de l'historique qui est intéressant, mais surtout la nature en fait, du malware et comment il a évolué, est devenu un malware spécialisé. Et c'est ce qu'on note depuis, de toute manière, quelques années pour Emotet et pour d'autres, c'est qu'il y a des plateformes spécialisées, donc des pirates qui vont se concentrer sur une fonction. Et dernièrement, les fonctions d'Emotet, c'était de rentrer sur le réseau. Et se limiter vraiment sur la pénétration du réseau. Exactement. Pas forcément autre chose. Pas forcément autre chose. L'idée, c'est de rentrer, c'est de capturer les postes, c'est d'avoir la main dessus. Et ça, en tant que tel, ça a une valeur énorme pour d'autres pirates qui, eux, vont dérouler les attaques finales, en fait. Donc, Emotet faisait en fait le plus compliqué du job, à savoir rentrer dans l'entreprise, rentrer dans l'entité ciblée. Ils ouvrent la porte du coffre. Ils ouvrent la porte du coffre, ils s'y installent et ils essaient d'y rester le plus longtemps possible. Donc ça, c'est cette notion de spécialisation de ce que faisait Emotet et ensuite de la revente à d'autres groupes de pirates qui faisaient le classique des autres cyberattaques, classiquement les ransomware, de la fuite de données, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qui existe sur le monde de la cybercriminalité. Emotet donnait l'accès à ça de manière très simple et puis un peu de manière protégée, parce que ce n'est pas eux qui faisaient l'attaque finale, quelque part. Mais bon, en 7 ans d'activité, Emotet est tombé là en tout début d'année. Il a quand même fallu 8 polices différentes qui ont travaillé ensemble pour pouvoir tomber, si je ne dis pas de bêtises, plus de 700 serveurs qui servaient à soutenir l'infrastructure d'Emotet. Donc on peut imaginer en fait le nombre de machines qu'il contrôlait qui est colossal. Avec quelque chose aussi de très intéressant dans ce qui s'est passé pour le démanteler, c'est l'inoculation d'un vaccin. C'est-à-dire qu'on a injecté par les mises à jour sur les postes, sur les machines, la désactivation, la neutralisation d'Emotet sur ces machines-là. Ce qui est critique, parce que si on se rappelle WannaCry, il y a encore des centaines de milliers de machines qui sont encore contaminées. Donc ils ont eu l'intelligence de neutraliser ceux qui étaient compromis, parce qu'on sait malheureusement que ceux qui sont compromis, même si on leur dit, ne font pas forcément le travail de faire le nettoyage. C'est quand même étonnant ce que vous décrivez, Pascal. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec un logiciel malveillant qui est actif pendant plus de 5 ans, qui est présent sur 700 serveurs pour lequel des entreprises comme la vôtre prodiguaient régulièrement des conseils. Et on n'a pas de parade finalement. Enfin, la parade, elle met du temps à s'installer. C'est aussi ça finalement la réponse à ce type de logiciel malveillant. Alors on a des parades à Emotet, mais il faut les mettre en place. Et c'est là que le bas blesse dans la cybersécurité. Les techniques existent, mais il faut les implémenter, il faut les suivre. La deuxième nature intéressante d'Emotet, c'est la manière dont il a évolué dans le temps. C'est-à-dire que récemment, ils avaient introduit des nouveaux modules, dont un module de propagation par le Wi-Fi, par les Wi-Fi voisins. Essayer de trouver les mots de passe des Wi-Fi pour aller pirater les entreprises d'à côté et se propager comme ça.
Alors c'était assez basique hein, comme module, mais on voit les pirates avaient cette nécessité d'améliorer le logiciel, d'ajouter des cordes à l'arc en permanence. Ça, les pirates le font et ils l'ont toujours fait. Là maintenant de manière un petit peu plus taylorisée, c'est beaucoup plus industriel, ce qui n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle, non. Mais ce qu'on pouvait anticiper. Et ça met en relation de comment on va se protéger, justement. C'est que si on ne fait pas la même chose à côté, on risque d'avoir de mauvaises surprises. Donc les parades, il y en a toujours eu. Typiquement, le vecteur premier de propagation des motettes, c'était un hameçonnage. Un email classique qui fait de l'ingénierie sociale pour essayer de faire cliquer l'utilisateur et rentrer sur le réseau. Ce qui est terrible, c'est qu'on ne va même pas chercher des moyens sophistiqués complètement nouveaux, juste du phishing, de l'ingénierie sociale, et ça permet de rentrer dans un SI et d'y rester. Oui, des techniques qu'on connaît depuis 30 ans et qui fonctionnent toujours aussi bien, puisqu'elles sont basées sur l'arnaque et sur le fait d'utiliser l'humain en fait, pour rentrer dans les systèmes informatiques. Et alors, plus ou moins de manière maligne, hein, c'est-à-dire qu'avant que ça soit démantelé, il y avait une grosse campagne des motettes, ce qui a sans doute poussé les différents pays à accélérer les efforts pour faire tomber le malware, mais qui arrivait à retrouver des vieux emails des utilisateurs, des vieilles conversations, et rebondir sur ces vieilles conversations qui pouvaient avoir 6 mois, pour injecter dedans un fichier, un email, en disant tiens, au fait, les utilisateurs voyant des choses arriver de gens qu'ils connaissent, qui se sont même fait pirater, ils cliquent. Ils se refont contaminer. Donc c'est toujours les mêmes techniques d'ingénierie sociale qui font que l'humain baisse la garde et se fait avoir. Et comme les technologies, elles, à côté, qui existent, sont mal ou peu mises en œuvre, ça permet à des logiciels malveillants comme Emotet de gagner, on va le dire comme ça, de gagner un marché colossal. Emotet, c'est un exemple, on pourrait encore en citer d'autres. Hein. Vous avez parlé tout à l'heure de WannaCry. Quelles sont les leçons qu'on tire? On ne va pas remonter trop loin, mais quelles sont les leçons qui ont été tirées, notamment de l'activité d'un Emotet? Est-ce que les organisations en ont retiré quelque chose dans la manière de se protéger et de se prémunir? Certaines, mais c'est toujours... Ça, c'est toujours pas la bonne nouvelle. Non, c'est toujours pas la bonne nouvelle. Certaines est toujours dans le même sens. C'est-à-dire que c'est les entreprises qui vont avoir le plus de moyens qui, effectivement, vont réaliser de nouvelles mesures à prendre et à mettre en œuvre. Par contre, on a toujours ce gros problème, particulièrement en France, de la PME qui ne suit absolument pas ces nouvelles-là. Et qui est pourtant tout autant visé que les grands comptes. Hein. Et qui est victime comme les grands comptes, d'ailleurs. Tout autant victimes, voire plus, puisqu'ils ont souvent moins de moyens, ils mettent souvent moins d'attention à se protéger, et en plus de ça, quand elles sont piratées, ont souvent moins de chances de résister à l'attaque. Un Renault qui stoppe une usine de production pendant une semaine, ce qu'on a vu avec différents malwares. Renault peut s'en remettre. Ça fait mal, mais Renault peut s'en remettre. Des PME qui meurent. Oui. PSG du Doubs, la PME du Doubs, pour laquelle c'est quand même plus compliqué. C'est quand même, elle aura du mal à s'en remettre. Exactement. Et du coup, en ce sens-là, non, malheureusement, on n'apprend pas assez. Est-ce que les spécialistes de cybersécurité, eux, en tirent les conclusions qui vont bien? Oui. On crée des nouvelles technologies, on essaie d'amener ce qu'il faut. On ne remplacera jamais l'humain qui va mettre en place dans l'organisation ce qu'il faut pour vraiment se protéger. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui. Elle est pas que technologique, elle est aussi culturelle. Bien sûr. Pourquoi est-ce que l'EDR, dont on parle souvent aujourd'hui, constitue-t-il un moyen supplémentaire de se défendre un peu mieux contre cette cybermenace? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le pirate, lui, constamment, va enrichir ses attaques, va rajouter des modules, va utiliser tout ce qu'il peut utiliser. On voit de plus en plus même des outils légitimes être utilisés par les pirates, hein, des outils de pentest qui sont quasiment utilisés à chacune des attaques qu'on voit récemment. Donc cette dynamique d'aller chercher toujours des nouvelles façons d'attaquer, et puis en ce moment de se spécialiser. Hein. Chaque pirate est très très pointu sur son domaine. On doit avoir cette même dynamique pour se défendre. On doit rajouter des nouvelles technologies pour se défendre. Et au stade où on en est d'avoir un bon bouclier de défense, il faut un EDR. C'est
il ne faut pas que un EDR, il faut toujours l'antivirus qui va bien, il faut toujours le firewall qui va bien, il faut avoir rajouté de l'inspection HTTPS. Oui. Ça, c'est un des éléments de votre discours qu'on retrouve souvent, c'est qu'une technologie ne remplace pas une autre, non. Elle vient compléter, j'ai presque envie de dire, un arsenal défensif. Bien sûr. Regardez, les pirates, ils n'ont pas arrêté de faire du hameçonnage. Non, ils rajoutent d'autres choses, ils utilisent de Ils l'IA le maintenant. raffinent, ils l'arrangent, ils l'améliorent, ils utilisent d'autres techniques à côté, mais ils ne l'enlèvent pas. Pourquoi on enlèverait l'efficacité d'un antivirus qui a 50-60% d'efficacité? C'est se tirer une balle dans les pieds. Donc on va rajouter cette technologie d'EDR en plus. D'ailleurs, notre produit de base contient à la fois l'EDR et l'antivirus ensemble dans la même console, parce que ça doit faire un seul et même produit, une seule et même technologie qui utilise plein de techniques différentes en fait. On a inventé l'antivirus, on a inventé de la sandbox, on a inventé plein de choses. Il faut les conserver. C'est autant de parades à des étapes possibles d'une attaque d'un pirate. Qu'est-ce qu'il apporte, pardon Pascal, qu'est-ce qu'il apporte l'EDR en plus de l'antivirus? Très concrètement, qu'est-ce qu'il vient, pourquoi est-ce qu'il vient compléter déjà l'arsenal défensif en place? Le principal élément d'un EDR, c'est qu'il va être capable de détecter quelque chose qu'il ne connaissait pas. Alors ça paraît curieux dit comme ça, mais c'est la limite de l'antivirus. L'antivirus va bloquer ce qu'il connaît ou ce qui ressemble à quelque chose qu'il connaît ou qui a un comportement qu'il connaît comme étant malsain. Sauf que les pirates étant rusés, ils arrivent à trouver des combinaisons, ils arrivent à trouver des nouvelles choses, et ces nouvelles choses contournent les antivirus. Contournent les antivirus. Et en tout cas sur les premiers jours d'utilisation, tant qu'on ne les connaît pas. Et un EDR a justement cette capacité de réagir beaucoup plus vite et de comprendre ces nouvelles attaques ou les exploitations de nouvelles vulnérabilités, parce qu'il y a un enchaînement un peu suspect. Alors ça, c'est pas le cerveau d'un humain qui le fait, parce qu'il faut analyser énormément de données pour faire ça. Donc on va utiliser de l'intelligence artificielle avec les technologies sous-jacentes à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses dedans. Du deep learning. Mais typiquement, le deep learning va analyser énormément d'éléments de télémétrie pour se dire « Ah, là, ce qui est en train de se faire en live, il y a quelque chose de très curieux. » Pas juste sur un fichier, vraiment sur un enchaînement d'opérations. Donc on va détecter, on va analyser et on va bloquer en temps réel, on va remédier à l'attaque qui est en cours, qui n'est pas forcément juste un fichier qui est malsain. Ça peut être complètement un enchaînement d'attaques en fait. Donc de ce point de vue-là, et quand on regarde des attaques qui peut y avoir en ce moment, des Sodinobiquis, des choses comme ça, on voit bien qu'il y a plein de techniques utilisées pour, ou même la plus récente, une des récentes sur les serveurs Exchange avec Microsoft, avec du PowerShell lancé localement, etc., avec un gain de privilège. C'est tous ces enchaînements en fait, qui peuvent paraître, si on les regarde un par un, anodins, qu'on considère comme malsains, et que l'EDR va être en mesure de comprendre, d'interpréter, de bloquer en temps réel. Alors, il n'y a pas de 100%, il n'y en aura jamais en cybersécurité, mais ça va monter considérablement le taux de protection ajouté aux autres technologies qu'on a toujours sur le réseau. Donc c'est essentiel. Ça donne également une visibilité sur ce qui se passe sur le réseau. Donc ça permet aussi à un administrateur ou un intégrateur qui surveille la solution de voir là où il peut y avoir des faiblesses dans le niveau de sécurité de l'infrastructure et de l'améliorer constamment. D'accord. Donc c'est, pour l'hygiène informatique de l'entreprise, c'est aujourd'hui complètement un indispensable. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous aujourd'hui. Plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain entretien technologique.